Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment la discipline historique. Je vais parler d'un personnage qui est très connu de l'histoire africaine, Ushaka Zulu. Je vais dire ce qu'on ne dit pas ordinairement sur lui. C'est un personnage qui a vécu entre la deuxième moitié du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. Et c'est un personnage qui était dans la partie australe de l'Afrique. Il y avait toutes sortes de populations là-bas qui avaient différentes chefferies. Mais en général, c'était des populations bantoues. Et lui, bon, quelquefois on utilise l'expression de tribu, mais je n'aime pas utiliser l'expression de tribu concernant les populations africaines, parce que dans les chefferies et les groupes ethniques, c'est toujours plusieurs familles d'origines diverses qui se rassemblent pour donner une ethnie, pour donner un peuple, pour créer un royaume. C'est pour ça que je n'aime pas trop utiliser le terme de tribu. Alors donc lui, il était d'une chefferie Nguni. Il y avait plusieurs autres chefferies Nguni, il y avait d'autres chefferies non loin de là, telles que celle de Swazi, celle de Soto, etc. Mais bon, il y avait plusieurs chefferies Nguni dans la zone. Et lui, son père, qu'on appelle Senzaka Kona Kayama, était le chef d'une chefferie Nguni. Et il est né donc de ce père-là, Senzaka Kona Kayama, et de Nandi, qui était aussi issu d'une autre chefferie, qui était princesse d'une autre chefferie. Mais en réalité, ils se sont aimés, mais ils ne se sont pas mariés. Ils n'étaient pas époux. Et c'est ça qui va faire les ennuis de Chaka. Donc, il est né de ce couple-là, mais ce couple-là, il n'était pas marié. Voilà. Et quand lui et sa mère étaient à la cour de son père, Senzaka Kona Kayama, à cause des questions de succession, mais les femmes légitimes qui avaient leurs enfants à la cour, et tout cela se moquait de Chaka, et on le traitait de bâtard. Vous savez, dans l'histoire, beaucoup de personnages qui ont été frustrés ont fait des choses terribles. Mais quelquefois aussi, ils ont contribué à la grandeur de leur royaume. Je peux citer comme ça au passage Élisabeth Ier, qui était la dernière reine de la dynastie des Tudors. C'est avec elle que l'Angleterre a commencé à être une puissance maritime. On peut citer aussi Yongli, qui était empereur de Chine. C'est lui qui a transféré la capitale de Nankin à Pékin, à Beijing, et qui a créé la cité interdite. Voilà, il a été frustré parce que lui qui était le fils aîné de l'empereur, il s'attendait à être choisi comme empereur, mais son père a désigné plutôt un de ses neveux. Voilà, mais comme lui, c'était lui qui conduisait les troupes, mais il est venu prendre le pouvoir. Bon, bref, c'est de Chaka que nous parlons. Mais ce sur quoi je veux mettre l'accent concernant Chaka, c'est qu'en réalité, ça on ne le dit pas assez, il a été un réformateur. Il a réformé le système militaire, il a réformé le système social, il a réformé le système politique d'Nguni. Et par ces guerres, il va rassembler plusieurs chefferies et en faire donc un royaume puissant. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand lui et sa mère tellement maltraités à la cour de son père, mais ils se sont enfuis, ils sont allés à la cour d'un autre chef qu'on appelle Dinginzoyo. Et c'est là-bas qu'il a commencé à faire ses premières armes en tant que guerrier. Et il était tellement bon guerrier que Dinginzoyo lui a laissé la latitude de réformer l'armée. Anciennement, les lances qu'utilisaient ces populations étaient des lances avec un long manche. Et maintenant, le bouclier de protection était petit. Chaka a dit non. Mais vous lancez la lance vers l'ennemi. Tant qu'il ne vous la ramène pas, vous n'êtes plus armé. Chaka dit non.
allez, désormais, on rend le manche très court et on va au contact de l'ennemi. Physiquement, on va au contact de l'ennemi. Voilà. Comme ça, les chairs vont se déchirer. Et c'est ce qui a été fait. Et il a dit, mais les sandales que les guerriers portent là sont des sandales trop lourdes. Il faut enlever les sandales pour pouvoir vite courir pour aller au contact de l'ennemi. Et maintenant, le bouclier, lui, il est devenu plus large. Il a fait faire des boucliers plus larges. Voilà. Voilà quelques réformes. Et au niveau de la tactique militaire, ça prenait la forme d'une corne de buffle ou d'une corne de bœuf. Mais ça ressemble un peu au système aussi à quand aile droite, aile gauche, parce qu'il y a deux cornes. Maintenant, l'unité du centre fonce, quand les unités de chaque côté harcèlent l'ennemi et le poussent à se regrouper, maintenant l'unité du centre fonce maintenant pour éliminer l'adversaire ou l'ennemi. Voilà un peu la réforme qu'il a eu à mettre en place. Mais il n'y a pas que ça. L'ancien système d'initiation des jeunes, il a dit c'est une perte de temps. Que cette initiation-là peut se faire à travers des classes d'âge entre jeunes. Et par ces classes d'âge, ces jeunes-là étaient solidaires. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il obligeait ces jeunes-là à une abstinence sexuelle stricte. Parce qu'il savait et il se disait que par cette abstinence sexuelle, cela pouvait être transformé en énergie militaire sur le terrain des affrontements. Et c'est ce qu'il faisait. Et donc ce sont ceux qui vraiment montraient leur bravoure sur le terrain, alors que faisait Ushaka. Il épousait des filles pour le leur donner. Donc la première épouse de chaque guerrier là, c'est Shaka qui l'épouse pour lui donner. Certains ouvrages ont dit il offre des filles en mariage. Non, ils n'ont pas compris l'esprit. Il épouse la fille et il donne ça à son guerrier, au jeune guerrier. Pourquoi? Ainsi, les enfants qui vont naître de ce couple-là, notamment les garçons, c'est Shaka qui est leur parrain. C'est très important. Il faut comprendre cet esprit-là. Tant qu'on n'entre pas dans l'anthropologie des peuples, il y a certaines actions qu'on ne peut pas bien expliquer. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faisait. Donc, ça créait, disons, une émulation entre les jeunes. Et c'est ainsi que, quand son père va mourir, avec la permission de Dingizoyo, il vient avec des unités militaires pour envahir le royaume de son père. Et il s'empare du pouvoir, il tue son demi-frère qui avait été intronisé, il tue son demi-frère et puis bon, il prend le pouvoir. Et tous ceux qui se sont moqués de lui et de sa mère, mais il les a fait passer au fil de l'épée. Voilà. C'est ça, il dit, ceux qui sont frustrés là, ils font des choses terribles. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence certaines conquêtes. Il commence des conquêtes avec son système militaire, avec sa tactique militaire. Et il va commencer à rassembler différents peuples pour les amener à adopter sa vision de la société. Voilà. Et tous ces peuples conquis là, qui sont intégrés, soumis, deviennent, disons, des Zoulous. Parce qu'avant, on les appelait simplement les Nguni. C'est lui qui a dit, mais Nguni, ça c'est un nom ville qui ne vaut rien. Désormais, notre nom, c'est Amazulu. C'est-à-dire ceux qui sont du ciel. Voilà, c'est ça. Amazulu, ceux qui sont du ciel. Et quand Dingizoyo meurt, disons son mentor meurt, il va aussi et puis il prend le pouvoir. Et ainsi, il commence à rassembler un peuple nombreux. Et par ces guerres, il rassemble des populations nombreuses. Et il finit par créer un grand royaume puissant. Ça a été ça l'œuvre de Shaka. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un royaume puissant avec des peuples nombreux aux origines diverses. C'est ce que Shaka a réalisé. Et bien sûr, avec la langue qu'eux ils parlaient, cette langue s'est étendue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'actuelle République de l'Afrique du Sud, mais les Zoulous sont les plus nombreux. C'est le peuple le plus nombreux. Le KwaZulu-Natal est densément peuplé. Et donc voilà, c'est ce que Shaka a réalisé. Et ça, c'est très important. Voilà. Lui et sa mère, Nandi, ben, il a vengé sa mère et il a créé vraiment un royaume et un peuple. Voilà, un peuple nouveau. Vous dites que désormais, vous êtes comme ceux du ciel et vous allez dominer. Et effectivement, il y avait un chef guerrier qui soupçonnait avoir éliminé son mentor Dingizoyo.
Ce chef guerrier-là s'appelle Zudé. Mais il a lancé ses troupes contre Zudé. Zudé a dû fuir. Hein? C'est comme ça que certains guerriers ont quitté la zone et puis ils sont allés vers le Zimbabwe actuel, notamment les Ndebele, hein, qui ont une langue notamment proche des Zoulous, etc. Et ces guerres aussi ont provoqué des mouvements de population qui s'intègrent, mais d'autres aussi qui fuient. C'est ce qu'on a appelé le Mfekan. C'est ce qu'on a appelé le Mfekan. Voilà. Donc, Ushaka crée une façon de vivre, une vie guerrière. Il fait de son peuple un peuple guerrier, qui a l'esprit de l'expansion guerrière, et qui s'étend, et qui fait en sorte que tous ceux qui sont intégrés là, intègrent la société Zoulou, parlent la langue Zoulou et deviennent des Zoulous. Voilà ce que je voulais dire un peu sur ces réformes. Donc vous avez vu les réformes militaires, mais aussi la réforme sociale au niveau des jeunes, etc. Voilà, donc c'est ça. Et bon, quand sa mère va décéder, bon, c'est vrai, quand chez eux, quand les gens mouraient, les princes mouraient, etc., ils faisaient des sacrifices humains, comme les Akans le faisaient. Mais il avait décrété un jeûne presque d'1 an, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des funérailles. Les funérailles durent 1 an. Voilà. Mais pendant ce temps-là, il astreignait les gens à ne pas cultiver, etc. Bon, ça a créé vraiment un désordre terrible. Et c'est bien que finalement, son peuple était un peu mécontent de lui. Et c'est ça qui va faire que ses frères vont comploter, ses demi-frères vont comploter pour l'assassiner. Voilà. Donc voilà un peu ce que Shaka Zulu a fait. Il a finalement fait naître une nation. Et les Zoulous ont une conscience des nations. Mais on sait très bien que les ancêtres sont divers. Voilà. Bien que ce soit le petit groupe d'Ngouni, hein, qui avait pour petite chefferie dirigée par Senzaka Kona Kayama. Mais qu'est-ce que Shaka Zulu fait? Quand il rassemble toutes ces autres chefferies, il en fait un royaume. Ces anciens chefs-là qui sont désormais soumis ont toujours le nom de Kozi, qui veut dire roi. Mais lui, maintenant, il se donne le titre de Kozi Yamakozi, c'est-à-dire roi des rois. Et puis maintenant, il prend le titre de grand éléphant, le grand éléphant. Vous voyez, chez ces Zoulous-là, l'éléphant est le symbole du roi, tout comme chez les Akans, l'éléphant est le symbole du roi. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan-Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc vous voyez, voilà un des grands héros de l'Afrique. Ce qu'il a réalisé, c'est aussi ce que Osei Tutu a réalisé concernant la Confédération Ashanti. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.